Madame, Messieurs, bonsoir. Merci de votre fidélité à la une ce soir. Des otages sont dans nos hôpitaux. Faute de paiement des factures, d'autres retombent malades durant ce séjour prolongé. Sans les subventions, les formations médicales peinent à fonctionner. Le cyanure endommage le cerveau. Affirmation d'un courant des scientifiques qui le prennent pour responsable pour sa toxicité. Ce journal n'est pas suivi par une grande partie du Haut-Katanga plongé dans le noir suite au vol des conducteurs électriques. Des inciviques ont encore une fois opéré. Voilà tout pour le titre. Le développement, c'est après ceci. Bonsoir, Madame, Messieurs. Des inciviques ont volé des conducteurs électriques en cuivre sur la ligne Lubumbashi-Likasi. Conséquence, une grande partie du Haut-Katanga est dans le noir. La population dénonce. Envoyé spécial Yvette Makontima, son papier est rendu par Yolande Voka. On ne cessera jamais de décrier le cas d'incivisme dont sont cible le site et outils de travail de la Société nationale de l'électricité SNEL SA. Le dernier cas en date, c'est celui de la ligne Lubumbashi et Likasi, plus précisément dans le village de Satumba, dans la province du Haut-Katanga. Un réseau de malfrats opérant dans cette partie sud de la RDC a commis un autre forfait, notamment le vol de conducteurs électriques en cuivre, plongeant ainsi dans le noir la population. Manque criant d'eau potable au centre de santé de Satumba, zone de santé de Kapoloé, aire de santé Kiembe 2. Le personnel soignant lance un cri de détresse aux autorités provinciales. Oui, nous avons un mot, c'est en guise de plaidoyer, parce qu'ils fassent, s'ils peuvent nous devenir en aide le plus tôt possible avec l'électricité pour qu'on puisse utiliser les outils de travail énormément, aussi qu'on puisse avoir de l'eau. Cet énième cas de vol enregistré dans la province du Haut-Katanga, la SNEL SA s'est plaint et demande aux autorités compétentes de sécuriser ces infrastructures. L'hôpital qui est derrière moi ici, c'est parmi les œuvres sociales que la SNEL a remis à la population. Dans le cadre de travaux de la ligne ici, c'était dans le cadre d'un projet SAMP. Donc, dans le cadre de ces projets-là, la SNEL a construit non seulement cet hôpital, il y a aussi l'école que vous allez voir. Mais comprenez que la population refuse de surveiller et de garder ces infrastructures en état. Les actes de vandalisme sont perpétrés, vous avez vu le pylône qui est tombé, et ça fait que cet hôpital n'a pas de courant. Qui souffre, c'est la population. Nous demandons à l'État congolais de nous sécuriser, de sécuriser le patrimoine de la SNEL. Et pour remédier à cela, la SNEL SA a lancé il y a peu son vaste projet de remplacement de conducteurs électriques en cuivre et en aluminium. Ces travaux se poursuivent avec succès. Ce genre d'imprévu ne facilite pas la SNEL SA de remplir sa mission régalienne, celle d'offrir de l'énergie électrique à la population sur toute l'étendue du territoire national. Restons en province. Dans le Haut-Ouélé, le gouverneur a fait le terrain. Il a visité différents chantiers. Des précisions dans cet élément de reportage. La capitale congolaise va redevenir la ville la plus éclairée comme ce fut il y a quelques années. Tout un programme mis sur pied par le président de la République et chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo est en cours d'exécution. Il s'agit d'éclairer toutes les grandes artères de la capitale, les grandes avenues et les places publiques. L'hôtel de ville qui exécute ce programme y va avec tous les moyens mis à sa disposition. Pour le deuxième palier, le gouverneur Jantini Ngobilambaka a lancé les travaux pour la partie est de Kinshasa. De l'esplanade de l'hôtel de ville, plus de 5000 ampoules LED ont été remises à la Société congolaise d'électricité, la SNEL. Un lot important pouvant couvrir les besoins d'une grande distance. Dans les faits, il s'agit de l'opération de réparation et d'éclairage, 5000 ampoules pour remplacer les anciennes par de nouvelles. Déjà, les premiers tronçons qui ont été réhabilités font une fierté et les Quinoises et Quinoises ne cessent de tarir d'éloges à ce programme qui éclaire les poches noires et sécurise la population.
Le gouverneur Jantiningo Bilambaka a testé 3 premiers axes, le boulevard du 24 novembre, l'avenue des Huileries et le boulevard Kasavubu. La SNEL disponibilise toute la logistique pour que Kinshasa, la capitale, soit la ville la plus éclairée. Environ 3 conteneurs des ampoules LED font un total de plus ou moins 5000 ampoules. Et avec cela, nous pouvons dire aujourd'hui sans embâche que nous allons pouvoir éclairer suffisamment les avenues Kasavubu, Huileries et puis Libération dans un premier temps. L'ambition pour nous, c'est d'éclairer abondamment la ville de Kinshasa. Voilà, nous étions vite rentrés à Kinshasa. La capitale fait face à une insécurité grandissante, justement, à cause de l'existence de poches noires. Il n'y a pas assez de lumière et la ville de Kinshasa a justement trouvé des lampadaires pour que la SNEL renforce la lumière sur les grandes artères. Retournons au Touélé pour suivre cette itinérance du gouverneur dans les différents chantiers. Débarqué ici à Bébima, cette localité située à quelques encablures du marché 8 sur la route de Bolé-Bolé, Christophe Bessienenonga n'est pas un inconnu du milieu. Dans ce paysage sauvage qu'il n'hésite pas de défier, le gouverneur du Haut-Tuélé n'a qu'un seul objectif, percer ce mystère de cette énorme grotte où mieux ce trésor aux multiples vertus. Une fois l'échantillon prélevé, le fils du milieu improvise ce speech de quelques minutes seulement avant de gagner cette palmeraie de Babogui ou un prévu de gigantesque projet industriel pour la transformation de la zone. Juste après, le cortège rejoint l'artère principale de la contrée. Dans cette bourgade d'à côté se cache ce mastodonte particulièrement précieux pour les concassages essentiels dans le travail d'asphalte. Pour le chef de l'exécutif provincial, l'ambition est simple, trouver la bonne matière première en vue de booster le processus de modernisation de la voirie urbaine des zéros, entamé depuis son arrivée au pouvoir, à l'instar du reste de la province transformée, à ce jour un véritable chantier touchant tous les secteurs de la vie communautaire, rejoignant ainsi la vision du chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi, mettant l'homme au centre de tout développement. Comment relancer l'économie de la RDC en cette période de crise multiforme? Stani Miteko, expert en finances publiques et fiscalité, propose un plan en 5 points. On l'écoute, il répond aux questions de Mesdames Bouyal Mangal. Un plan stratégique de relance économique pour la mise en œuvre des actions axées sur les résultats à impact visible et durable. Et notre plan comprend 5 chapitres ou 5 axes. Le premier axe est relatif aux infrastructures routières d'intérêt national et des dessertes agricoles. Le deuxième est relatif à l'opérationnalisation des villages agricoles et unités de production. Le troisième est relatif au renforcement des mécanismes pour la mise en œuvre du plan de mobilisation des recettes additionnelles hors budget de l'ordre de 15 milliards de dollars américains. Le quatrième est relatif à la décentralisation fiscale et financière. Et le tout dernier axe, le cinquième, est relatif à l'opérationnalisation des suivis actions et contrôle sanctions. Alors, s'agissant du premier axe, nous avons prévu les actions à court, moyen et long terme. S'agissant des actions à court terme, nous avons proposé à son Excellence, Monsieur le Premier ministre, dans la composition de son gouvernement, de pouvoir fusionner les ministères des Travaux publics et Reconstruction avec celui du développement rural. Et pendant la session parlementaire de mars ici, qui a démarré il y a quelques jours, pour qu'il puisse modifier la loi portant création, organisation et fonctionnement du FONER, de façon que le FONER soit non seulement une entreprise qui finance les entreprises de construction, office des routes, OVD, les autres entreprises privées, mais une entreprise de services qui va recruter les cantonniers sur l'ensemble du territoire national, et ces cantonniers-là seront rémunérés mensuellement par les FONER. L'enveloppe globale du budget FONER
par rapport à l'enveloppe que les Belges ont utilisée pendant l'époque coloniale et l'enveloppe qui a permis le désenclavement des provinces à travers la construction des routes en terre bâtie, l'enveloppe du FONER est de loin supérieure par rapport à l'enveloppe que les Belges ont utilisée. L'ASBEL Horizon Tshisekedi 2023 a vu le jour. C'était ce week-end. Une association qui fonde son action sur l'éducation civique. Virginie Lofembe. Créée en janvier 2019, l'ASBEL Tshisekedi Horizon 2023, dont la sortie officielle a été reportée plusieurs fois à cause de la pandémie de la Covid-19, a bel et bien eu lieu ce vendredi 19 mars à l'hôtel Béatrice dans la commune de La Gombe. En présence de plusieurs autorités du pays, dont le chef de la maison civile du chef de l'État et quelques membres de la famille biologique de Dr Etienne Tshisekedi Wamulumba. La cérémonie a été ponctuée par 3 temps forts, à savoir les allocutions, la présentation des membres de la structure ainsi que les adhésions. Prenant la parole en vidéoprojecteur, le ministre des Postes, Télécommunications, des Nouvelles Technologies, de l'Information, Kibasa, a félicité les organisateurs, très satisfaits de constater que la jeunesse congolaise a pris conscience et s'engage de se mettre ensemble pour le développement de la RDC. Tandis que le secrétaire général adjoint de l'UDPS a saisi l'occasion pour brosser brièvement la biographie du premier docteur en droit, Etienne Tshisekedi Wamulumba, son parcours politique et son combat de mettre fin à la dictature sous toutes ses formes. Enfin, le président Steve Mbouyi de l'ASBEL a présenté en long et en large l'héritage idéologique qu'ils ont pour mission de pérenniser à travers l'éducation au civisme et la promotion des valeurs morales. Nous devons d'abord commencer par enseigner à l'homme congolais le civisme. C'est quand tous on sera enseignés que ce pays se développera. Nous ne sommes pas un parti politique, nous sommes une ASBEL. Nous vivons de nos cotisations et legs. En images et en bref, le Terminator est mort. Honoré Ngwanda est décédé à Rabat au Maroc ce dimanche à l'âge de 75 ans. L'ancien conseiller spécial du président Mobutu, chargé de la sécurité, avait quitté le pays en 1997 pour l'étranger. En exil, il a évolué dans l'opposition face au régime Kabila. Il a créé un parti politique appelé l'Alliance des Patriotes pour la refondation du Congo à Pariko. Des femmes ont marché sur le boulevard du 30 juin à Kinshasa, une sensibilisation à la pratique du sport pour améliorer la santé physique, un acte d'endurance organisé par l'association de la première dame Denise Nyakero Tshisekedi. Rekinzuziloya Mayawel. Les activités dédiées à la lutte pour les droits de la femme à Kinshasa vont maintenant dans le sens de la sensibilisation de celle-ci à l'endurance physique. C'est l'objectif de l'exercice initié samedi par Action Denise Nyakero Tshisekedi pour le développement communautaire intégral, ADNT en sigle, partant de la gare centrale, le boulevard du 30 juin, en arpentant l'avenue Pierre Moulélé, ex-24 novembre, pour atteindre le boulevard triomphal Palais du Peuple. Les femmes ont marché sans arrêt ni essoufflement en compagnie de leurs partenaires hommes. Le message du coordonnateur national de l'ADNT, l'évêque Ngoï Wabingelengele Stéphane, était de sensibiliser la femme à fournir plus d'efforts en pratiquant et le plus souvent le sport. Cela pourra améliorer sa santé physique qui reste indispensable à tout être humain. Si nous sommes tout le temps à la maison, nous prenons des véhicules, nous marchons dans des véhicules, mais s'il n'y a pas marche de santé, cela ne pourra rien amener un plus dans notre corps. Ainsi, une femme qui se veut autonome et qui s'est lancée dans l'entrepreneuriat et le développement devra augmenter sa participation aux activités sportives, a-t-il conclu. Ngoï Wabingelengele de rappeler le rôle de l'action de Denise Nyakero Tshisekedi dans la promotion de la femme, l'autonomisation des veuves et soutien aux vulnérables.
Formation du gouvernement Sama, ne confondez pas l'urgence et la précipitation. C'est le nouveau Premier ministre qui l'a déclaré à la presse au sortir d'un échange avec le chef de l'État. Cette semaine encore, le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a lancé les travaux de réhabilitation de la voirie urbaine à Kinshasa. Pierre Kibambe, Somoïsa. Lundi 15 mars 2021, le président du Botswana, Eric Mungwesi Keabetue Masisi, est arrivé à Kinshasa en visite au travail à l'invitation de son homologue de la RDC, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Les deux chefs d'État ont eu des entretiens en toute convivialité au Palais de la Nation autour des questions relatives à la redynamisation et au renforcement de relations bilatérales, d'amitié et de coopération multisectorielle stratégique entre la RDC et le Botswana. Au niveau régional et continental, les échanges ont porté notamment sur la désignation du futur secrétaire exécutif de la SADC. Le Botswana a réitéré son soutien à la mandature du président Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo à la tête de l'Union africaine. La crise sanitaire de la Covid-19 était aussi au centre des préoccupations au cours de la rencontre de deux chefs d'État. La République démocratique du Congo a adhéré cette semaine au mécanisme africain d'évaluation par les pairs MAEP en sigle, en qualité de 41e membre de cette agence de l'Union africaine créée par le chef d'État pour promouvoir la démocratie et la bonne gouvernance en Afrique. La nouvelle a été annoncée par le directeur général de cette structure de l'organisation panafricaine, Eddy Maloka, au sortir de son entretien avec le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, président en exercice de l'Union africaine. Il a dit avoir émis au chef de l'État une invitation de son homologue sud-africain Cyril Ramaphosa, président en exercice du MAEP. Le président de la République a procédé le mercredi 17 mars au lancement de travaux de modernisation et de réhabilitation de voiries urbaines à travers deux grands projets. D'abord, le projet pilote Chile-Gelou, dont le coup d'envoi a été donné par le chef de l'État sur l'avenue Terre Jaune dans la commune de Lansele. Il consiste à moderniser un réseau de 40 km de voiries de la ville de Kinshasa à raison de 10 km pour 4 districts urbains. Ensuite, le projet Modern Construction, lancé à la 7e rue Lumété, qui sera exécuté comme le premier par l'Office de voirie urbaine. Grâce à ces projets, l'on obtiendra la réhabilitation d'un réseau de 13 km dans la capitale. Dans un premier temps, la 7e, 12e, 13e et 15e rue seront totalement rénovées et éclairées. Les communes d'Elemba et Ngaliema sont aussi concernées par le projet. Des retours de l'avenue Terre Jaune, le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a marqué un arrêt au pont Djili, dont une partie a été emportée par les pluies diluviennes. Il a ordonné l'exécution en urgence des travaux pour rétablir la bonne circulation sur cette principale artère. Sorti du gouvernement Jean-Michel Sama Lukonde, des rumeurs sont allées dans tous les sens. Le Premier ministre du gouvernement de l'Union sacrée de la Nation a eu des entretiens le jeudi 18 mars avec le président de la République Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo à la Cité de l'Union africaine. Au sortir de cette entrevue, le chef de l'exécutif a fait le point de ses consultations. Il a rassuré et appelé les uns et les autres à l'apaisement. Sama Lukonde a promis de s'adresser prochainement aux Congolais pour leur faire l'économie de ces consultations avec les forces vives de la nation et leur présenter la mouture finale de son gouvernement d'union sacrée de la nation. Relier les océans Atlantique et Indien en interconnectant l'Est, le Sud et l'Ouest du continent par la fibre optique, ces projets chers aux chefs d'État de la RDC, de l'Angola et du Rwanda étaient évoqués au cours des entretiens que le président de la République Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo a eu par visioconférence avec le président directeur général de la firme Econet Liquide Télécom, Strive Maïsiwa. Ces grands projets intégrateurs prévoient ainsi le lancement officiel de l'interconnexion entre l'océan Atlantique et l'océan Indien par la fibre optique. Au niveau de la RDC, il faudra obtenir le financement pour le démarrage des travaux de la fibre optique Bukavu-Lubumbashi-Mbujimayi.
Pour la seconde fois, depuis sa nomination au poste de représentante spéciale du secrétaire général de l'ONU, Bintou Keïta a été reçue par le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, à la Cité de l'Union africaine. La chef de la MONUSCO est allée présenter le rapport de sa tournée effectuée à Goma, Bukavu, Bunia et Beni, une visite dans l'est du pays qui lui a permis de toucher du doigt les souffrances des populations locales et de voir où la MONUSCO doit renforcer ses capacités et son action sur le terrain, a-t-elle indiqué à l'issue de son entretien avec le président de la République, dont elle a salué la détermination de déployer les efforts pour éradiquer l'insécurité dans la partie est du pays. Suite au décès du président de la République de Tanzanie, le docteur John Pombe Magufuli, le chef de l'État, président en exercice de l'Union africaine Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a décrété un deuil de 3 jours, de mardi 23 au jeudi 25 mars 2021, sur toute l'étendue du territoire de la RDC, en solidarité avec nos frères tanzaniens. Le président de la République a salué la mémoire d'un fervent panafricaniste et défenseur de l'indépendance culturelle et économique de l'Afrique. Dr John Magufuli laissera dans la mémoire du peuple africain le souvenir impérissable d'un leader déterminé à promouvoir l'essor économique et social de son pays, tout en étant résolument engagé pour le rayonnement du continent africain, a dit le chef de l'État dans son adresse à la nation. Première rencontre, Samalou Kondé, Jean-Marc Chatenier, l'ambassadeur de l'Union européenne en RDC, est allé annoncer le soutien de son institution au prochain gouvernement. Cette semaine encore, on a connu l'ouverture de la session de mars au Parlement et à la semaine en 5. C'est par la rentrée parlementaire que la semaine qui s'achève s'est ouverte. Au Sénat, le président Modeste Bahati Lukwebo a dans son discours solennel rappelé l'essentiel de ce qui les attend. Il a formulé plusieurs recommandations au gouvernement de la République sur l'urgence de mettre fin à la guerre qui perturbe la quiétude des citoyens de l'Est du pays, en même temps qu'il faut améliorer les conditions de vie de tous les Congolais. À la Chambre basse du Parlement, le président Christophe Mbosoko Diaponga s'est dans les mêmes circonstances apaisanti sur les urgences législatives, évoquant la loi portant organisation et fonctionnement de la centrale électorale, qui doit être révisitée entre autres, et sur les matières non législatives, l'investiture du gouvernement Samalou Kondé attendue, ainsi que l'adaptation du règlement intérieur de l'Assemblée nationale. La pluie qui s'est abattue sur Kinshasa cette semaine n'a fait qu'exposer davantage les insuffisances urbanistiques de la ville. L'avenue des Huileries, totalement sous les eaux des précipitations, dans certains coins de la capitale, les habitations se sont écroulées et la chaussée piéton du pont Djili s'est effondrée. Heureusement, l'office de route s'est rapidement mobilisé pour les travaux de réparation de cette chaussée piéton. Les relations entre l'église catholique et le pouvoir actuel sont au beau fixe. Le président de l'Assemblée nationale, l'honorable Mbosoko Diaponga et son bureau l'ont entendu de son éminence cardinal Ambongo Fridolin, avec lequel ils ont échangé. Et à la Chambre haute du Parlement, le président, l'honorable sénateur Modeste Bahati Lukwebo, s'est entretenu avec le panel chargé d'accompagner le mandat du chef de l'État à la tête de l'Union africaine. Ce panel, conduit par le professeur Tumbalwaba, sollicite l'implication du président du Sénat pour, entre autres, permettre de vider les arriérés législatives relatifs aux lois autorisant ratification des différents traités en rapport avec l'Union africaine. À l'Assemblée nationale, il faut réadapter les groupes parlementaires. Il y en a 16 au total et le premier vice-président du bureau de l'Assemblée nationale les a rencontrés pour préparer la conférence des présidents. L'avènement de l'Union sacrée n'a pas laissé intact ces groupes. 13 font désormais partie de l'Union sacrée et seulement 3 restent au Fonds commun pour le Congo. Il faudrait que tout se mette rapidement en ordre pour rencontrer les urgences qui attendent cette session. Et pour terminer, le Premier ministre Samalou Kondé peut compter sur l'Union européenne dans l'action que mènera son gouvernement. Il en a partagé les vues avec Jean-Marc Chatenier, ambassadeur de l'Union européenne en République démocratique du Congo. Ce dernier lui a confirmé l'accompagnement de l'Union européenne qui a toujours été aux côtés du gouvernement de la République démocratique du Congo.
On a voté aujourd'hui dimanche au Congo-Brazzaville pour la présidentielle et les législatives un 4e mandat pour le candidat à sa propre succession, Denis Sassou Nguesso. Entre-temps, Idriss Déby Itno au Tchad est en campagne pour un 6e mandat. Un autre chef d'État africain, lui, s'en est allé, John Pombe Magufuli, pour exprimer la solidarité au peuple frère. Le président de la RDC, président en exercice de l'Union africaine, a décrété 3 jours de deuil national. C'est à partir du mardi 23 mars 2021. Texte et commentaires. Patrick Michel Moukoui. Des drapeaux nationaux sont tombés en Afrique. Le continent a perdu cette semaine un chef d'État en exercice. Le Tanzanien John Pombe Magufuli est décédé le mercredi dernier des suites de complications cardiaques, ont indiqué de sources officielles. Après sa mort, la vice-présidente Samia Suluhu Hassan a prêté serment, devenant la première femme présidente de ce pays. Des deuils nationaux sont décrétés dans plusieurs pays africains, dont la République démocratique du Congo. Au Mali, au moins 31 soldats sont morts cette semaine dans une embuscade dans le nord-est du pays. Il s'agit de l'attaque la plus meurtrière attribuée à des djihadistes contre les forces maliennes cette année. Pendant ce temps au Niger, 4 véhicules ont été interceptés par des présumés djihadistes de retour du marché hebdomadaire de Bani Bangou dans le sud-ouest du pays près du Mali. L'attaque a fait 58 morts. Au Congo-Brazzaville, 7 candidats sont en course pour le fauteuil présidentiel. Parmi eux, le président sortant Denis Sassou Nguesso qui brigue un 4e mandat à la tête du pays. Sur la liste de candidats figure également son ancien ministre de Finances, Mathias Don, et Guy Brice Parfait Kolela, arrivé 2e à la présidentielle de 2016. Le rendez-vous aux urnes, c'est pour ce dimanche. 4e mandat pour Sassou et un 6e pour Idriss Déby Itno, qui a lancé sa campagne cette semaine. 3 candidats de l'opposition ont déjà quitté la course, craignant que les élections ne soient pas transparentes. Le président sortant du Tchad fera donc face le 11 avril prochain à une demi-douzaine de candidats. En Birmanie, les manifestations contre la junte militaire se poursuivent alors que les sanctions se multiplient. L'Union européenne va sanctionner lundi 11 officiers birmans impliqués dans la répression meurtrière menée depuis le coup d'État et finalise des mesures contre les intérêts économiques de membres de la junte, a-t-on appris vendredi des sources diplomatiques. Cette semaine est celle qui a vu également la première rencontre entre les États-Unis et la Chine depuis le début du mandat de Joe Biden. Une délégation américaine conduite par le secrétaire d'État Anthony Blinken a rencontré jeudi en Alaska une délégation chinoise. Les 2 parties qui avaient promis de tout se dire ont eu de mots très durs lors de cette première confrontation. On parle d'une escalade verbale. En France, la Haute Autorité de Santé a mis à jour ses recommandations vendredi concernant le vaccin AstraZeneca. Elle appelle désormais à le réserver aux personnes âgées de 55 ans et plus. Plusieurs pays maintiennent encore leur décision de suspendre son utilisation. Du sport pour boucler cette page internationale, les 4 oppositions de quart de finale de la Ligue des Champions de l'UEFA sont désormais connues. Le Paris Saint-Germain croisera de nouveau le Bayern de Munich de Robert Lewandowski. Le Real Madrid retrouve les restes de Liverpool alors que Manchester City jouera Dortmund. Le FC Porto de Chancel Mbemba lui fera face à Chelsea. Vous avez 100 000 francs. Cet argent en poche peut aider quelqu'un en ce moment à se libérer d'une facture d'hospitalisation qui le retient en otage. Par manque d'une couverture santé universelle, l'accès aux soins n'est pas à la portée de tous. Dossier de Bobete Ngalisamba, Pati Tondouangou, Jean-Paul Mouaï. Arrivés à l'hôpital comme des patients à la recherche de la guérison ou pour la maternité, des malades sont par la suite pris en otage à cause de leur insolvabilité. Un séjour prolongé et irrégulier hors de leur milieu naturel qui leur est imposé par le manque de moyens financiers. Inquiétude, incertitude, insomnie et que sais-je encore, cette situation peut durer des jours, des semaines, voire des mois. J'ai fait une crise et on m'a déjà traité. Je suis retenue ici faute d'argent. Il me manque 1 600 000 francs. Mon souci est que je regagne ma maison. J'ai accouché par césarienne et malgré quelques complications, je me porte bien. Il me faut plus d'1 million.
L'enfant était sérieusement malade, maintenant il va mieux. Par contre, nous n'avons pas de moyens pour rentrer à la maison. La facture s'élève à 180 000 francs congolais. On peut bien soigner, mais pour payer les factures, c'est vraiment un grand problème. Par exemple, ce cas ici, c'est un cas qui a été déclaré guéri. On a clôturé la facture, tellement qu'il a passé un bon bout de temps ici à l'hôpital et l'enfant a rechuté. Le devoir de sauver des vies rime avec des charges qui imposent des moyens conséquents. Néanmoins, cette situation constitue une épine sous les pieds de plusieurs formations médicales, très souvent en manque de subventions. Si on pouvait être subventionné, nous demandons à ce qu'il y ait une mutuelle de santé qui peut prendre en charge ce genre de situation. Mais l'idéal serait d'être dans une situation telle que tout le monde a accès aux soins sans pourtant débourser quelque chose. Et ça, nous ne pouvons pas le faire si ce n'est que le gouvernement central. Que faire pour sortir ces malades en convalescence ou totalement guéris de leur carcan? Des secours ponctuels viennent parfois des bienfaiteurs, ONG ou autres structures qui interviennent pour solder les factures et libérer ainsi les insolvables. Dans certains hôpitaux, comme ici à l'hôpital de référence de Makala, on applique une politique humaniste pour une gestion concertée de la situation. La politique maison est telle que l'hôpital s'organise parfois à réduire de grosses factures. Un malade peut avoir une facture de 2 millions, 1 500 000, 800 000. L'hôpital s'est dit, ok, nous réduisons jusqu'à 100 000 francs congolais. Parfois, il y a des bienfaiteurs qui passent, mais ce n'est pas trop souvent. Et parfois, on se décide comme ça de le faire sortir. C'est vraiment un manque à gagner. Et puis, c'est aussi un manque à éviter. Nous avons connu une situation où la dame était enceinte, elle est tombée malade, elle vient à l'hôpital, sa propre facture n'est même pas payée. Quelques temps après, on lui ramène l'enfant qui était à la maison qui est tombé aussi malade. Donc, on a maintenant 2 personnes malades dont les factures ne sont pas honorées. Quelques temps après, la dame accouche. Donc, on se retrouve dans une situation où on a 3 factures à solder, mais la personne n'a pas les moyens de payer. Entre garder cette femme-là pendant longtemps et la faire sortir sans qu'elle paye quelque chose, bon, nous avons bien résolu de la faire partir, afin qu'un autre problème ne puisse pas s'ajouter. Au grand mot, des grands remèdes, dit-on, il faut des solutions durables pour changer les choses, notamment la vulgarisation des mutuelles de santé qui rendra effective la couverture universelle santé, car passer plus de temps dans un milieu hospitalier comme otage est plus que traumatisant. On est privé de sa liberté de mouvement, de la compagnie de ses proches et de son cadre habituel de vie avec des risques récurrents de rechuter. À midi, ce dimanche, beaucoup ont consommé du foufou. Si le cyanure n'est pas complètement retiré du manioc, cet aliment peut être responsable des dommages dans le cerveau. C'est ce que pensent certains chercheurs interrogés par Ramazani dans ce dossier. Le cerveau humain. À la surface, il y a une mécanique bien rodée des neurones et des nerfs, parfaitement synchronisée pour permettre le mouvement, l'apprentissage, la défense et même le langage. Cet organe contient la pensée des gens et les souvenirs. Les neuroscientistes disent que le cerveau, c'est le centre même de l'esprit. Le cerveau devrait donc être bien protégé si l'on veut rester en bonne santé physique et sain d'esprit. Seulement voilà que le régime alimentaire des Congolais en particulier et africains en général pose problème. Il n'est pas de nature à assurer une sécurité maximale du cerveau, surtout le cerveau des enfants. Le manioc, c'est l'élément le plus prisé et le plus consommé sur le continent africain. Les neurologues disent que ce tubercule contient une bonne quantité d'éléments toxiques qui peuvent causer des graves dommages sur le cerveau. Le manioc reste un aliment important, mais il est important dans la mesure où il est bien utilisé. Et le manioc qui est utilisé pour la production des farines, qui constitue en fait la base de ce que nous appelons tous le foufou, le loup, et ainsi de suite, il ne peut produire une farine saine que s'il est bien traité, ça signifie s'il est trempé dans l'eau. Il est bien séché, on en fait une farine, en ce moment-là ça va. Mais si le manioc est cultivé par des populations qui sont par une faim plus ou moins chronique, des gens qui n'ont pas d'autres ressources économiques pour survivre, qu'est-ce qu'ils font? Ils utilisent le manioc qu'ils trempent dans l'eau pour 1 ou 2 jours, et en ce moment-là, toutes les substances toxiques qui sont là-dedans se retrouvent dans la farine, ils en font un foufou qui intoxique le peuple, et les populations, les jeunes enfants, et ça devient un grand problème. Et si ces enfants se retrouvent de façon
sur le plan intellectuel ou bien sur le plan moteur handicapé, c'est quelque chose peut-être qu'on ne peut pas voir comme ça. On peut bien voir une paralysie physique, mais quand quelqu'un est handicapé sur le plan mental et intellectuel, on ne peut ne pas voir ça, mais en fait ce sont des générations futures qui sont affectées. Pour lui débarrasser du cyanure qui l'encombre, le tubercule du manioc doit rester mouillé dans l'eau pendant au moins 15 jours, ce qui n'est pas le cas malheureusement dans la plupart des régions au Congo où on cultive le manioc. L'appât du gain rapide et aidant, affirment les chercheurs qu'on a interrogés. Libro, qui est la société internationale qui regroupe les différents chercheurs sur les questions en matière avec le développement du cerveau. Le développement des nations ne peut pas passer, quelles que soient les mesures prises, ne peut pas être réalisé tant que le développement intellectuel, qui sous-entend un développement et une maturation du cerveau, notamment le développement des enfants, n'est pas assuré. Donc ça, c'est une question extrêmement importante et nous espérons que les Africains, les peuples africains, les dirigeants africains, et plus particulièrement, notamment ceux de notre pays, donc du Congo, vont comprendre que c'est une nécessité absolue. On ne peut pas développer une nation tant que les générations futures, donc notamment les enfants, ont un cerveau qui est mis en difficulté par plusieurs facteurs, notamment la malnutrition chronique, les infections, le stress chronique, les traumatismes affectifs, la toxicologie, la pollution environnementale. L'avenir de la RDC appartient à la jeunesse, dit un adage populaire. Mais pour que cette jeunesse puisse assumer le rôle qui lui revient, il faudrait qu'elle ait un cerveau sain, non endommagé par ce qu'elle mange. Le niveau de participation de la femme du Burek à la renaissance de la RDC dans cette formation politique dirigée par Julien Paluku, ministre sortant de l'Industrie, l'expertise de la Congolaise doit être prise en compte. Reportage Blaise Boko-Kiasanza. Cette conférence s'inscrit dans la logique du thème choisi par la République démocratique du Congo pour célébrer la Journée internationale de la femme. Elle porte sur le leadership féminin d'excellence, société égalitaire et numérique de l'ère de Covid-19. Thème aussi porteur d'espoir que les femmes présentes à ces assises ont eu l'occasion de les décortiquer pour une vision réaliste axée sur la promotion et l'apport de la femme dans la lutte contre la Covid-19, la place de la femme dans les instances de prise de décision et le leadership féminin d'excellence, non aux inégalités des chances et à la discrimination. Vision réaliste soutenue par le ministre de l'Industrie, Julien Paluku. Et donc les femmes du Burek sont en train de réfléchir chaque jour au courant du mois de mars pour situer leur niveau de participation à la renaissance de ces pays. Les pays ont beaucoup de problèmes, les pays ont beaucoup de difficultés et il ne faudrait pas que nous puissions mettre de côté l'expertise de la femme congolaise. Et la femme congolaise que nous voudrions expérimenter demain, ce sera la femme du Burek. Voilà pourquoi je suis passé moi-même les encourager et dire, au-delà de ces séminaires d'aujourd'hui, il faudrait que tous les mois de mars soient ponctués de autant de séminaires. Certes, la Covid-19 ouvre la fenêtre de voir un bon nombre de femmes subir des pratiques inhumaines et autres violences de tout genre et qui s'augmentent au quotidien, mais la porte est grandement ouverte à ces femmes de considérer qu'elles jouissent de toutes les capacités pour contribuer à l'émergence d'un Congo nouveau et à renforcer l'engagement de promouvoir les intérêts de la femme et de la jeune fille, et ce malgré les pressions économiques et sociale engendrée par la Covid-19 avec ses effets collatéraux sur la restriction des mouvements et des mesures d'isolement social, d'où la nécessité de voir une génération de femmes plus visibles dans la gestion de la chose publique sur l'ensemble du territoire national. Christine Feza Motema, élue nationale, était face aux femmes de sa circonscription électorale Lukunga. Elle les a sensibilisées à l'autonomisation de la femme. C'est un reportage de Christine Lenzo. C'est une tournée débutée depuis le 7 mars 2021. La députée nationale Feza Motema a choisi de sensibiliser les femmes habitant Lukunga sur les thèmes de la Journée internationale de la femme de cette année, leadership féminin pour un futur égalitaire dans un monde de la Covid-19. Christine Feza Motema est descendue dans différents quartiers, son souci étant d'amener les femmes à s'en approprier et à comprendre le pourquoi de leur autonomisation.
Ginza Village à Mongafula, comme à Saint-Christophe à la cité des anciens combattants, à Kitambo et à Saint-Léonard à Mboudi, cet élu de la Lukunga en a profité pour expliquer l'historique de la Journée internationale des droits des femmes pour éveiller leur conscience sur les rôles incontournables que doit jouer la femme pour le développement de la RDC. Que le chef de l'État, il a promis de pouvoir œuvrer pour la mise en effectivité de cette parité. Les derniers gouvernements avaient déjà un taux de 18% de la représentation de la femme, mais nous voulons en voir plus parce que la constitution de notre pays parle de la parité. Qui dit parité, c'est 50-50. Nous voulons y aller progressivement, mais il faudrait qu'il y ait aussi des femmes. Voilà, l'objectif de cette tournée, c'est de sensibiliser cette femme-là, qu'elle sache qu'elle a des droits, qu'elle doit continuer de se battre dans tous les domaines et à tous les niveaux. Par la même occasion, Christine Feza-Motema a invité ses interlocutrices à respecter les mesures barrières pour se protéger contre la COVID-19 avant de leur donner l'importance de la création de l'Union sacrée pour la République. Ces électrices ont aussi par la même occasion réceptionné quelques présents leur apportés par l'honorable Christine Feza-Motema. Et puis cet acte de générosité accompli par le rapporteur de l'Assemblée provinciale de Kinshasa, le député provincial Junior Nembalemba a remis de nombreux pagnes aux femmes de la Tchangou, sa base électorale. C'était à l'occasion de la célébration du mois dédié aux droits des femmes. Au total, 1000 femmes ont été sensibilisées par les rapporteurs de l'Assemblée provinciale de Kinshasa, Junior Nembalemba, sur le droit de la femme, ce à l'occasion du mois de mars, mois leur dédié. Dans une salle pleine, Junior Nembalemba, accompagné de son épouse Tatiana Pembe, ont voulu célébrer cette fête avec les femmes de la circonscription de la Tchango, leur base électorale. Une occasion pour lui d'exhorter les femmes à une auto-prise en charge pour le développement du pays. Nous avons prévu 1000 pannes pour toutes les mamans. Nous vous souhaitons bonne fête. Nous serons toujours là pour vous. Plusieurs pannes, les vivres et non-vivres ont été distribués, un motif de satisfaction pour les bénéficiaires. Ils sont généreux, nous leur remercions sincèrement pour ce geste. Je suis vraiment ravi par ce geste. Que Dieu bénisse ces couples. Il est unique, notre honorable. Il a un cœur en or. C'est pas donné à tout le monde. Depuis son élection, l'élu de la Tchango continue à multiplier les actions caritatives en faveur de la population les plus démunies. Autre chose, l'armée est apolitique. Ce principe a été rappelé aux hommes de troupes de la 11e région militaire dans la province du Kwilu. C'était au cours d'une causerie morale animée par le général Jonas Padiri. Reportage Rodé Panda. Depuis son transfert vers l'Institut congolais pour la conservation de la nature, 3 années ont suffi pour assainir la gestion de l'organe CITES RDC grâce à la perspicacité de l'équipe que coordonne de main de maître le professeur Augustin Amouri. Désormais, pour plus d'efficacité, de traçabilité, de transparence et la rapidité dans les démarches administratives, quant à l'octroi des permis sécurisés pour le commerce international des espèces animales et végétales protégées et faciliter ainsi la collaboration avec les autres services des GERAD, OCC, DGM et autres, l'organe CITES est doté d'un système informatisé appelé CEMIS. Et voilà, ces changements coïncident même avec la vision du chef de l'État. Aujourd'hui, le permis de la RDC porte un code QR pour éviter toute falsification. Alors, il y a eu également le lancement depuis le 1er juin de la plateforme de gestion informatisée de la CITES appelée CEMIS, qui a permis au pays de redresser un grand nombre de recommandations internationales qui sont à jour. On n'a jamais connu ces cas-là, où les animaux de la RDC qui ont été saisis à l'étranger ont été rapatriés.
Un bilan positif qui cadre avec la vision politique du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi. Il y a 40 ans, CITES, cet important service dans les secteurs de conservation de la nature au sein du ministère de l'Environnement, souffrait d'une mégestion criante caractérisée par une gestion opaque, le clientélisme politique et la corruption. On cite également la circulation des faux permis en provenance de la RDC. Donc la RDC a perdu la crédibilité. On ne savait plus distinguer les vrais des faux documents. Changer le système qui devait extirper les antivaleurs et les bonnes pratiques. Grâce à des actions définies et accomplies chaque jour par l'ICCN, dont la conservation et la protection des espèces animales et végétales, l'organe CITES réussit peu à peu à sortir la RDC de la liste noire. Voilà, lutte contre le braconnage, la RDC a amélioré la gestion pour protéger les espèces rares, cela grâce au travail abattu par l'ICCN. Ce journal est complètement terminé. Madame, Monsieur, merci de l'avoir suivi à travers le monde. Et avec beaucoup d'attention, le programme continue sur votre télévision. Ce journal a été préparé par Médard Mbouyal Mangal. Grand merci au concours rédactionnel de Ronette Koulonga. L'équipe technique costaud ce soir, Fifi Bokeme et puis Patti Kwedi. Merci à Julien Piana et à tous les héros dans l'ombre. Excellente soirée à toutes et à tous.